Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, en attendant la sortie de Megalopolis, normalement prévue chez nous en septembre, je continue d'explorer la très riche filmographie de Francis Ford Coppola, y compris ses métrages récents qui ont eu moins de succès, et donc tout naturellement, après Tétro, j'en arrive à Twixt, qui était son dernier à date, sorti en 2011 dans un festival canadien, 2012 chez nous, tandis que les Américains ne l'ont eu qu'en VOD l'année d'après. Peut-être d'ailleurs que ce sera le même destin pour Megalopolis. Et dans ce Twixt assez étrange, mais je y reviendrai sur ce point, nous avons dans le rôle principal Val Kilmer qui joue un auteur sur le déclin, lui qui était un acteur sur le déclin et qui depuis malheureusement est rongé par la maladie. À ses côtés nous avons Bruce Dern, le père de Laura Dern, Ben Chaplin dans le rôle de Edgar Allan Poe, et alors surtout Elle Fanning qui interprète une mystérieuse vie, Virginia, mais j'y reviendrai sur ce personnage. Et nous sommes ici dans une sorte de conte thriller gothique qui se situe dans un entretemps quelque part, d'où le titre, hein. Twixt c'est Betwixt en version originale, sorte de vieille version de Between, parce que là nous sommes clairement entre réalité et fiction, une sorte de métafiction là, hein, qui nous est présentée à l'écran, et dès le début, entre la vie et la mort, entre le rêve et la réalité. Ce n'est pas Twin Peaks pour autant, on aurait pu y penser. Il y a aussi quelques relents de L'Antre de la Folie, mon Carpenter préféré. Bon, en citant ces deux œuvres, vous pouvez comprendre que j'ai été assez fasciné et marqué par un film qui pourtant n'a pas eu les meilleurs retours, et qui aurait pu sonner le glas de la carrière d'un Coppola, qui poursuit ici son obsession personnelle, là dans une trilogie très à lui, sur le temps, entre autres, Tétro donc, mais je n'ai pas vu L'Homme sans visage, que je verrai probablement quand même, avant Megalopolis, parce que Megalopolis a l'air d'être beaucoup sur le temps aussi. Et là donc l'histoire d'un auteur qui s'appelle Hall Baltimore, Baltimore étant la ville où Edgar Allan Poe a été enterré, où ses ancêtres ont vécu. Donc vous voyez déjà le lien entre Edgar Allan Poe et Hall Baltimore. Ouais, il y en a clairement plus d'un ici, dans ce film. Et donc cet auteur débarque dans une petite bourgade tranquille qui s'appelle Swan Valley, où il se passe peut-être des choses étranges. Enfin du moins, il va entrer dans une forme d'inspiration indirecte en rencontrant des gens. Il y a déjà ce beffroi, hein, cette tour de clocher assez incroyable, qui possède à son sommet 7 cadrans indiquant des heures différentes. Et cette idée de 7 cadrans et du jeu sur le temps, eh ben, c'est directement repris dans la nouvelle d'Edgar Allan Poe, Devil in the Belfry, bon, le diable dans le beffroi, quoi. Et bon, on comprend franchement directement que Coppola a voulu rendre hommage à Edgar Allan Poe, mais c'est peut-être plus subtil au-delà même de la référence. Et donc, cet auteur qui vient en fait signer ses livres, au début s'ennuie parce qu'il n'y a pas grand monde, si ce n'est le shérif qui est un grand fan de lui, et qui va essayer de s'associer à l'auteur pour l'inspirer à écrire une dernière histoire, ou une autre histoire, parce qu'en fait il en doit une autre sur des sorcières, hein, c'est un petit peu son business quoi, mais il a envie de faire autre chose, et là il veut écrire un roman plus personnel, peut-être sur le vampirisme, parce qu'il y a une histoire là de meurtre sur place, qui pourrait faire écho à cela ou pas. Et c'est surtout qu'en s'endormant à un moment donc dans son hôtel, il va basculer, avec la caméra d'ailleurs, c'est très clair, dans un autre monde. Dans cette ville, oui, mais version onirique, où la colorimétrie se fait différente, hein, très gothique, quasi noir et blanc, mais pas vraiment. Et là-bas, il va rencontrer une jeune femme qui ressemble à un vampire, qui a d'ailleurs 12-13 ans à peine, hein, qui s'appelle Virginia, et qu'on surnomme Vie pour beaucoup de choses. Et ça, j'y reviendrai après. Et ça va l'inspirer, tout cela, peut-être en allant dans les rêves, pas des rêves opiacés ici, mais un peu alcoolisés par contre, eh bien il va en ressortir peut-être quelque chose. Une histoire à la fois réelle ou pas, dans un monde qui l'est ou non, et ça on se pose la question. Et il y a cet entre-deux tout le temps perpétuel, à ces allers-retours, qui joue du coup sur la perception du temps, et ça c'est vraiment foisonnant et fascinant. Ce n'est qu'un premier visionnage pour moi, donc je vais être très vague, et ça m'attriste presque, mais parce que c'est d'une richesse qui me fait dire que c'est peut-être l'un des Coppola les plus importants. Je ne dirais pas l'un des plus réussis, parce que vous savez ce qu'il a fait avant quand même, le monsieur. Mais là, même Tétro, j'avais beaucoup aimé, hein, mais il se passe quelque chose ici. On est toujours dans l'obsession personnelle, déjà, j'ai envie de le dire, hein, de cet auteur,
qui dans Tétro questionnait la famille, et ici indirectement aussi, parce que l'auteur que l'on voit, Hall Baltimore, c'est un alter ego de Coppola. Les deux ont perdu un enfant dans un accident de hors-bord. C'est ce qui est arrivé à Coppola, qui a connu le décès de Giancarlo, son fils, dans les années 80. Bah là, c'est pareil. Hall Baltimore, il a vu sa fille Vicky, je crois que ça s'appelle, tiens, Vicky. Un V encore. Hein. Voilà, je vous laisse là-dessus. Non, plus sérieusement, Vicky qui est aussi morte dans les mêmes circonstances. Et il s'en veut. Est-ce que Coppola s'en voulait de la mort de son fils? Peut-être ici l'exorcisme d'une forme de culpabilité. Culpabilité qui va donc se libérer d'une certaine manière par la création, par l'idée d'aller dans un ailleurs, de questionner le temps et le rapport à cette avancée artistique. Cette idée aussi de faire ce qu'on veut, écrire ce qu'on veut. Donc Coppola, réaliser les films qu'il veut, c'est ce qu'il faisait là à cette époque, malgré le peu de budget et le succès modéré. Au-delà des commandes qu'on peut imposer. Parce que là, il y a son éditeur, à Hall Baltimore, qui veut à tout prix qu'il finisse un livre, mais en fait, il va être intéressé par autre chose, notre écrivain. Et après, il va se passer ce qui va se passer. On va donc faire des allers-retours entre le réel et le rêve, mais en fait, le rêve va infuser sur le réel, et on va se rendre compte très vite que, oui, je parlais de l'entre de la folie au début de cette vidéo, c'est pas la même chose du tout, mais on n'est quand même pas loin. Mais d'emblée, on a ce narrateur qui annonce la couleur. D'ailleurs, c'est la voix de Tom Waits. C'est amusant, en quelques semaines, là, en quelques jours, c'est la deuxième fois que Tom Waits a un rôle particulièrement extra-diégétique à la fois dans un film qui change quelque chose. C'était le cas dans Domino et son apparition dans le désert. Bon, c'est très différent. Hein. Mais là, dès le début, il y a cette voix qui colle parfaitement avec le travelling sur la ville. Là, on rentre dans un endroit qui peut-être véritablement n'existe pas en tant que tel. C'est pour ça que j'ai pensé beaucoup à l'antre de la folie, en fait. Et après, rencontre plusieurs fois avec cette vie qui apparaît presque comme une sorte de Alice au pays des merveilles perdue dans ce monde, ou plutôt une forme de lapin blanc qui va guider Hall Baltimore vers enfin une forme de libération par l'écriture, par enfin l'acceptation de cette culpabilité de ce qui a pu se passer. Et quand il va voir Edgar Allan Poe poser des questions donc sur l'art d'écrire, on va comprendre que c'est un miroir de Poe, Baltimore, comme c'est un miroir de Coppola, et c'est pas pour rien que Virginia, c'est aussi le nom de celle qui a été l'épouse, et la jeune cousine aussi d'Edgar Allan Poe. Il y a plein ici de choses qui se croisent et qui fusionnent dans une globalité assez folle. C'est assez vertigineux par moments, mais c'est simple. Ça passe très bien, il y a de très bonnes transitions, ça dure à peine 1h30, moins même. C'est assez fou tout ce qu'il raconte Coppola en si peu de temps, avec les images, avec les intentions. Et voilà, des fois il suffit d'un plan qui se reflète dans l'eau, rapport au temps, évidemment, de certaines transitions, de certaines discussions, et on comprend tout, là où il n'y a pas forcément grand-chose à comprendre de l'intrigue elle-même et des meurtres, etc. Bon, il y a des flashbacks, on comprend très vite qui est le tueur au final. Est-ce que V était une survivante ou non, ou est-ce que c'est une forme de victime aussi, V comme victime. De toute façon, ici, tout est là, et c'est comme dans l'histoire d'Edgar Allan Poe, de ses écrits, hein. Virginia, c'était un peu toutes les femmes héroïnes de ses poèmes ou autres nouvelles, hein, que ce soit Lénore, évidemment, hein, The Raven Nevermore, qui revient. D'ailleurs, le film se termine sur un Nevermore, j'en dis pas plus. Voilà, c'était aussi Annabelle Lee. Enfin bon, bref, toutes les femmes d'Edgar Allan Poe, entre la vie et la mort, c'était cette cousine qu'il a perdue, qui était sa femme aussi. Bon, bref, c'est son amour de sa vie, pour faire simple. Donc c'est très très intelligent et très fort ici. C'est intéressant d'ailleurs de voir que Coppola, il se met donc à la place d'Edgar Allan Poe, mais c'est plutôt sur la perte de sa fille, de son fils, et en rapport avec la perte de la fille de l'auteur ici. Évidemment, cette fille va avoir un écho avec Virginia, parce qu'elle s'appelle Vicky, on est dans du V partout. Et c'est vraiment... Il n'y a rien à spoiler, parce que c'est vraiment logique ce qui se passe, mais on entre parfaitement dans un délire de création, et dans un questionnement aussi d'artistes. D'artistes dans tous les sens. 3 artistes ici qui se confondent. Edgar Allan Poe, qui a existé, mais qui est plus là. Le rapport au fantôme aussi de cette création et le fantôme de la culpabilité, tout ça se mélange. L'auteur dans le film et Coppola qui est les deux, et qui est aussi là d'une manière plus large. Donc c'est vraiment à voir ce film. C'est du cinéma pur aussi, sur le plan visuel et sur comment ça narre les choses.
Voilà, il y a aussi cette histoire à un moment, bah, je ne l'ai pas dit dans le casting, mais Alden Ehrenreich qui était dans Tétro, qui fait un écho là, avec une présence plutôt gothique, mais particulière, qui va citer du Baudelaire d'ailleurs. Mais voilà, tout va finir par se croiser dans un foisonnement cinématographique assez intense. Et ouais, Twixt, c'est vraiment une œuvre extraordinaire, il faut le dire, qui peut avoir certains défauts justement dans le délire d'un auteur qui se met vraiment ici en scène indirectement et qui se met en abîme, j'ai envie de dire. Parfois ça peut saouler, ça je peux comprendre, mais moi j'aime beaucoup cette idée. J'aime voir les obsessions surtout d'un artiste qui est sur la fin, qui est sur le déclin et qui se permet ce qu'il veut, enfin sur le déclin pour les gens. Là il ne l'est pas sur le déclin, pour moi il arrive à une autre forme de sommet, si on veut, un sommet parallèle, et ça annonce du très bon pour Megalopolis, parce que moi je comprends aussi les retours négatifs par rapport à visiblement ce qu'il a voulu mettre dedans, mais je pense que ça va être Megalopolis, un petit peu Twixt et tous ces films justement récents là, fois 1000, ça va être encore plus le chant du cygne, œuvre testamentaire, probablement d'ailleurs, et Twixt en était presque finalement, je ne sais pas, mais on imagine l'anticipation et le prélude, encore peut-être une question sur le temps. Ici, le temps qu'on ne sait plus trop percevoir ou qu'on voit de la manière dont on veut à travers le rêve et certaines visions. Et visiblement, dans Megalopolis, le temps, on essaye de l'arrêter carrément. Voilà, pour se figer dans l'éternité. Et c'est ça aussi le cinéma de Coppola, quelque part. Il fige beaucoup d'œuvres dans l'éternité, dans le panthéon du cinéma, et là, dans son panthéon, dans son obsession personnelle. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas en dire plus, finalement, j'ai peut-être même plus blablaté que prévu sur ce Twixt. Jean, d'ailleurs, fait une petite dédicace à l'ami Le Bûcheron du cinéma, mon collègue de la 7ème Illusion, qui adore ce film. Peut-être un de ses préférés de Coppola, et un de ses préférés de ces 20 dernières années, donc voilà. Et coucou, du coup. Bref, à vous la parole maintenant dans les commentaires, n'hésitez pas à crier votre joie d'avoir découvert ce film, ou vos réticences, parce que ça m'intéressera aussi de comprendre pourquoi certains n'aiment pas ce film. Je comprends, hein, je vois l'idée des limites que ça peut avoir quand même, mais voilà, c'est du cinéma, quoi. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.